À 2 jours de l'ouverture de l'incontournable salon de l'agriculture, l'intention d'Emmanuel Macron était peut-être de rassurer jeudi le monde agricole français. Je ne suis pas là pour plaire, je suis là pour faire, a lancé le président français devant quelques 700 jeunes agriculteurs. Il a annoncé 2 mesures, un verrou réglementaire pour limiter les achats de terres en France par des étrangers et une deuxième mesure avec un mécanisme de garantie pour des prêts. On va prendre un peu de recul sur ce sujet ce soir. On sait qu'en ce moment, les agriculteurs sont très remontés contre les importations de viande en provenance d'Amérique latine. Théo, ce soir, tu nous parles d'un accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur, un traité qui menace sérieusement les revenus des agriculteurs français. Alors, en bref, il prévoit quoi cet accord, dis-nous? Alors, c'est l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur qui regroupe 4 pays d'Amérique latine, le Paraguay, l'Uruguay, l'Argentine et le Brésil. Si tout va bien ou mal, selon l'endroit où on se place, il devrait être adopté à la fin de cette année. Alors, dans l'esprit, c'est un accord qui doit être gagnant-gagnant. Chaque partie espère profiter de l'abattement mutuel des droits de douane pour vendre plus de produits à l'autre partie. Dans le cas qui nous concerne, les Européens veulent vendre aux Sud-Américains plus de voitures, plus de pièces automobiles, plus de produits pharmaceutiques, plus de produits chimiques, etc. Les pays du Mercosur, eux, ils veulent nous vendre du soja, de la nourriture pour animaux, mais aussi de l'éthanol, c'est un biocarburant, et de la viande de bœuf. Et bien sûr. Or, la viande de bœuf, c'est un sujet qui fâche pour certains pays européens, notamment pour la France, qui a une filière bovine, elle aussi, et qui veut d'autant plus la protéger qu'elle ne va pas très bien ces dernières années. Du coup, l'exécutif Macron n'était pas trop chaud pour finaliser les discussions là-dessus, sur cet accord. Là, pas plus chaud d'ailleurs que les exécutifs précédents qui avaient mis l'affaire sous le tapis depuis une vingtaine d'années, sauf que, il y a eu le virage protectionniste de l'Amérique de Donald Trump et lors de la visite à Paris du président argentin Mauricio Macri, le 26 janvier dernier, Emmanuel Macron a évoqué une opportunité dans le contexte international qui rendait plus urgente que jamais l'activation de cet accord commercial entre Union européenne et Mercosur. Plus prosaïquement, traduction en langage simple, il expliquait qu'il était urgent de profiter des querelles entre les États-Unis et leurs voisins du Sud pour se rapprocher de ces derniers et leur vendre des trucs. Quelques jours après, des médias annonçaient que la Commission européenne était prête à accepter ce qu'elle n'avait pas voulu depuis, c'est-à-dire le principe de 90 000 tonnes de viande bovine importée sans droit de douane du Mercosur. Et les mêmes médias laissaient entendre qu'Emmanuel Macron avait sacrifié les agriculteurs français pour le plus grand profit des grands industriels, notamment allemands et italiens, qui se voient bien faire des sous en Amérique latine. C'est sans doute pour cette raison-là que notre président, il était un petit peu nerveux ce midi quand il abordait la question du fameux Mercosur. Nerveux et du coup un peu méprisant vis-à-vis d'agriculteurs qui ont eu peur pour leur avenir, c'est légitime, et à qui finalement il explique la mondialisation et la compétitivité. On en écoute un petit bout. L'hypocrisie qu'il faut dénoncer derrière, c'est est-ce que vous pensez que la difficulté de la filière bœuf, elle est liée au Mercosur? Il est là le Mercosur? Il est ouvert? Ça fait combien de temps que dans le bœuf c'est difficile? Enfin, qui peut dans les yeux me dire que c'est le Mercosur la cause de son problème? Personne. Personne. Sauf ceux qui jouent sur un marché fermé, qui ont organisé le marché français pour leurs intérêts propres et qui ont décidé que le marché resterait toujours à lendemain et durablement. C'est ça la réalité. Quel est le problème du bœuf en France? Si ce n'est le fait que, hors de la restauration collective, 70% du bœuf consommé n'est pas français. C'est pas le Mercosur, c'est notre organisation, c'est nous tous qui sommes irresponsables. Ce sont les mêmes qui ont la main sur le cœur. Ces grandes déclarations en disant qu'ils protègent leurs agriculteurs et qui n'ont pas fait ce travail depuis des années. Alors, on va maintenant se retrousser les manches ensemble. Et je vous promets, comme vous le sentez, que j'y prendrai ma part. Mais pas à travers des mensonges. Pas à travers des faux-semblants. Alors, comme on le voit, Emmanuel Macron a déjà engagé la bataille de com' qui va l'opposer dès samedi aux organisations agricoles, mais également à ses adversaires politiques, à certains de ses adversaires politiques, notamment ses amis ennemis de LR, qui cherchent des thématiques depuis assez longtemps, leur permettant de faire entendre leur petite musique face à un président pas de droite, mais tellement de droite que ça en devient difficile de se positionner. Sur Twitter, ces messieurs sympathiques de LR ont déjà commencé à sortir leurs flèches de leur carquois numérique et
ils ont commencé à le piquer. Alors Théophile, au-delà de cet accord avec le Mercosur, on a l'impression que c'est quand même la grande mode des traités de libre-échange, mais on peut aussi s'interroger sur, sur ces modèles économiques et écologiques. Ils sont discutables quand même, non? Ah oui, tout à fait, parce que en fait, d'une certaine manière, le traité avec le Mercosur, le CETA ou les autres renforcent toujours la guerre de tous contre tous. Quelques exemples. Pour être mieux disant que les autres, on améliore la productivité et du coup, on fait face à des problèmes de surproduction. C'est une des contradictions de la politique agricole commune au sein de l'Union européenne. Puis, pour être mieux disant que les autres, on nourrit ses bêtes avec les OGM sans trop savoir s'il y a des conséquences, comme ce qui se passe avec le bœuf argentin. Pour mieux être mieux disant que les autres, des multinationales accaparent sur le dos des populations autochtones de larges pans de terre pour faire des méga exploitations agricoles robotisées, mécanisées, comme ce qui a lieu aujourd'hui justement dans certains pays du Mercosur. En gros, on veut toujours plus de globalisation du commerce, mais sans la globalisation des normes et des protections. Forcément, si tu me permets le mot, ça pète de partout. Mais j'aime bien cette expression, Théo, ça pète de partout. On espère que tu garderas un œil attentif pour le média sur ce sujet. On a accueilli Nicolas Giraud. Bonsoir Nicolas, vous allez bien? Ça va. Vous sortez d'une journée un petit peu éprouvante, si j'ai bien compris. Vous êtes secrétaire national de la Confédération Paysanne. Vous faites aussi du comté dans le Jura, si je me trompe pas. C'est ça. Qu'est-ce que ça vous inspire, à vous, un tel traité de libre-échange? Nous, à la Confédération Paysanne, ça nous inspire pas vraiment du bon, ces accords de libre-échange. Ça fait un bout de temps qu'ils nous hérissent le poil, que ce soit le Mercosur, le TAFTA avec les États-Unis ou le CETA avec le Canada. Et on voit bien que la valeur d'échange que met Emmanuel Macron, pays dirigeant européen là-dedans, c'est l'agriculture. Et là, dans le cas de la viande bovine avec le Mercosur, on sent bien qu'on a une monnaie d'échange. Et forcément que ça engage pas à la sérénité. On voit bien que la filière viande bovine, elle va pas bien. Les paysans arrivent pas à être rémunérés. Et on nous explique qu'on va importer de la viande de bœuf, qui sera encore plus de viande, qui va encore plus déstabiliser le marché. Alors nous, il nous semble que ces accords de libre-échange sont pas là pour favoriser les agriculteurs, ils sont là pour aller rechercher une pseudo-croissance qu'on cherche toujours à aller chercher sur des marchés internationaux. On voit bien qu'il y a des problèmes de volume. Nous, il nous semble que la régulation au niveau européen, la régulation des volumes, et puis le fait de relier notre consommation à notre production, c'est-à-dire que les agriculteurs produisent ce que les consommateurs français ont réellement envie de manger, ça aurait quand même beaucoup plus de sens. En parlant de volume, on parle de 99 000 tonnes de viande. Enfin, nous, ça nous paraît énorme, mais on n'a pas de notion. Ça représente quoi pour vous, 99 000 tonnes de viande? 99 000 tonnes de viande, c'est un tiers à peu près de la consommation, enfin de la production française. Donc ça veut dire que ça va déstabiliser complètement. Donc ça veut dire qu'il va falloir aller chercher des marchés peut-être ailleurs. Et c'est ce qui est déjà un petit peu en train de faire. C'est-à-dire qu'on ouvre des accords de libre-échange où nous, on va aller exporter notre viande au Japon, au Maghreb. Et ça, la FNSEA, ils sont pas contre. Donc à un moment donné, il faut leur mettre aussi en face de leurs contradictions. C'est-à-dire que si on est contre les accords de libre-échange, on n'est pas seulement contre les accords de libre-échange sur lesquels on va perdre, mais on est aussi contre les accords de libre-échange sur lesquels on peut gagner, mais on va faire perdre les agriculteurs du Sud, par exemple. Alors justement, la petite musique que laisse entendre Emmanuel Macron, elle est un peu accusatoire manifestement. Il accuse la FNSEA et les gouvernements précédents d'avoir maintenu un mauvais modèle. Justement, il y a des désaccords de fond entre la FNSEA et vous. Oui. Est-ce que finalement, d'une certaine manière, il ne serait pas tenté de jouer les uns contre les autres, en tout cas de mettre en lumière les contradictions de la FNSEA, notamment en se servant de vous, qui n'êtes absolument pas ses alliés, qui n'avez pas du tout les mêmes bases de consensus que lui, mais qui finalement avait également un discours critique vis-à-vis de la FNSEA. Comment continuer de critiquer la logique productiviste et court-termiste de la FNSEA tout en remettant en cause la dynamique, la démarche du président? Nous, de toute façon, notre discours à la Confédération Paysanne, il est stable, j'allais dire, depuis des années. Défendre un modèle productiviste, c'est pas notre genre. On voit bien que ce modèle-là, il a emmené les paysans dans le mur, il emmène les consommateurs aussi à un endroit où ils veulent pas aller, parce qu'on voit bien qu'il y a un recul de la consommation sur certaines productions qui répondent pas aux attentes sociétales. Donc à partir de ce moment-là, il faut remettre en cause ce modèle. Alors Emmanuel Macron a pu le faire dans certains discours. Nous, ça peut nous convenir, mais maintenant, il va falloir que ça passe aux actes, et c'est pas
le tout de remettre en cause la politique de la FNSEA et la politique des gouvernements précédents. Il faut passer à la vitesse supérieure. Et aujourd'hui, j'allais dire, nous, d'entendre des discours comme il fait et la remise en cause, comme aujourd'hui il a pu le faire encore, de la FNSEA, comme on l'a pu l'entendre, en disant qu'il y a eu aussi des modèles qu'il faut peut-être changer, qu'il faut peut-être faire évoluer. Nous, quelque part, ça nous fait plaisir. C'est des choses qu'on dit depuis un moment, mais j'allais dire, on n'est pas totalement satisfait parce que pour l'instant, ça s'arrête là. D'accord. Ça s'arrête là. Bon, alors, d'une certaine manière, finalement, quand on réfléchit à long terme, enfin, en tout cas, dans la large perspective mondiale, les agriculteurs européens sont un peu menacés, comme il y a 25 ans, les agriculteurs africains qui, justement, voyaient débarquer sur leur territoire des produits, notamment du poulet européen, qui profitaient de son gap de compétitivité pour les écraser. Aujourd'hui, l'Europe, finalement, va se faire manger, risque de se faire manger par, disons, la potion qui lui a profité. Alors, qu'est-ce que ça vous inspire, cet retournement de la situation ? Nous, ce que ça nous inspire, c'est que la guerre des prix, la recherche de la compétitivité à tout prix pour aller sur des marchés export qui sont relativement volatiles et puis qui donneront que du court terme, c'est pas une stratégie qui peut faire gagner les paysans français. Donc aujourd'hui, il faut arrêter avec ça. Ça a pas fait du tout gagner les agricultures du Sud. Si on continue avec ça, on va continuer à les démolir et nous, on va se faire démolir par d'autres parce qu'on trouvera toujours des gens qui produiront moins cher que nous, qui produiront moins bien que nous. Donc nous, on va être perdants, les paysans, et les consommateurs vont l'être aussi. Parce que si on reprend le cas de la viande bovine, on va exporter nos beaux morceaux au Japon, en Chine ou ailleurs. On va importer de la viande produite de façon industrielle de l'Amérique du Sud et on va dire aux consommateurs, maintenant choisissez. Mais ceux qui n'ont pas de pognon pour choisir, ils n'auront pas la capacité de choisir réellement l'alimentation de qualité qu'ils voudraient. Alors pour continuer sur ce chemin-là, est-ce que selon vous, il y a un risque pour les consommateurs importer tant de viande d'une zone qui utilise des OGM, par exemple, pour produire? Est-ce que c'est dangereux? Il y a un risque selon vous? Il y a un risque en tout cas de ne pas permettre aux gens de pouvoir choisir. C'est-à-dire que malgré un étiquetage, on sait bien que ça suffit pas. Il faut arriver, comme je vais dire, Emmanuel Macron nous a parlé de monter en gamme, de faire mieux concorder les attentes sociétales avec la production et puis de travailler sur le lien entre notre production intérieure et notre consommation intérieure. Que la France soit le pays où on mange le mieux, j'ai entendu. Voilà, mais on est capable de produire une alimentation de qualité. On est capable, si les politiques agricoles, qu'elles soient européennes ou françaises, subventionnent certains modèles, on est capable de produire à un coût qui soit acceptable pour la société. Parce qu'aujourd'hui, il faut bien se rendre compte que l'agriculture industrielle, elle arrive peut-être pas cher dans nos assiettes, mais par contre, elle coûte un bras à la société. C'est-à-dire qu'en externalité négative, ça coûte très cher. Des pollutions de l'eau, les sols, la santé, et tout ça, on n'y compte jamais dans les externalités, dans le coût de cette alimentation-là. Donc, selon nous, la politique agricole commune, les états généraux de l'alimentation, c'est des politiques agricoles qui doivent permettre de changer le système et de permettre à nous paysans d'être rémunérés et aux consommateurs de pouvoir avoir réellement le choix avec un niveau financier acceptable d'une alimentation de qualité. Alors quelque chose d'un petit peu plus politique, on a l'impression qu'il y a des effets d'annonce du gouvernement, qu'à chaque fois on annonce des plans, des prêts, des choses sur le long terme, mais est-ce que c'est pas un effet de manche, c'est pas un effet d'annonce tout ça? Mais on se le demande de plus en plus. Je vous avoue que voilà, au moment du discours d'Emmanuel Macron à Rungis, on s'est un petit peu pincé. C'était quand ça? C'était au mois de novembre, à mi-chemin des États généraux. On avait fait la première phase sur la répartition de la valeur ajoutée. Et il a eu un discours qui a posé l'ambition de changer de modèle agricole. Enfin, il a repris des mots de la Confédération paysanne. Qui sur le moment vous a plu, du coup. Sur le moment nous a plu. Et on a dit cash, allons-y, allons là-dedans. Et après, il y avait quand même déjà des doutes parce que Stéphane Travert avait eu des arbitrages à l'automne ou durant l'été sur la politique agricole commune, sur le non-financement de l'agriculture biologique, sur la non-revalorisation des premiers hectares, c'est-à-dire que les petites fermes soient revalorisées par rapport à un système industriel ou productiviste. Ça, il a pas voulu le faire. Donc, c'était pas du tout en accord avec le discours d'Emmanuel Macron. Et on voit qu'aujourd'hui, malgré ce discours, la loi sur les états généraux qui reprendrait les actes de répartition de la valeur ajoutée est pas à la hauteur des ambitions qui ont été affichées à ce moment-là.
moment-là. Et nous, il nous semble que les effets d'annonce, ça suffit. Les discours, c'est bien beau, mais aujourd'hui, il va falloir passer aux actes. Le salon de l'agriculture s'ouvre samedi. On va rencontrer Emmanuel Macron. On va lui dire ce qu'on pense de ce qu'il a dit. On va lui dire aussi à Stéphane Travers ce qu'on pense des actes qui ont été posés jusqu'à maintenant. Et qu'aujourd'hui, il faut faire concorder les deux. Et si on veut faire avancer les paysans et retrouver réellement un revenu pour tous les paysans, il va falloir être ambitieux sur cette loi et beaucoup plus que ce qui est écrit actuellement. Merci beaucoup Nicolas Giraud d'être venu nous voir sur le plateau du Média. À vous. On vous invitera prochainement pour voir si, s'il y a derrière ces effets d'annonce, il y a des choses qui sont concrétisées. Merci beaucoup. Avec plaisir.